Voilà, on n'a pas nos 5 minutes, universitaires, mais pas loin. Donc, ce que je vous propose, c'est d'accueillir aujourd'hui donc notre collègue Pierre Nassois, qui va voilà, vous faire une présentation de la cuisine moléculaire et de la physique du 19e siècle pour la médecine régénérative et l'oncologie du futur. En quelques mots, un peu le parcours de Pierre. Donc, de la matière molle, donc ça va parler quand même une bonne partie de l'auditoire que je vois devant moi, que ce soit DEA ou thèse, un postdoc à Vancouver en biophysique. Ensuite, un passage à l'Institut Curie pendant presque 15 ans autour de la physico-chimie Curie, là, donc toujours biophysique et mécanique cellulaire. Et puis depuis 2013, au laboratoire photonique numérique et nanosciences de l'Institut d'optique d'Aquitaine, dans un groupe qui est bioimagerie et biofluidique. Donc voilà, donc vous voyez un parcours très riche, vous allez voir un peu une incroyable histoire. Je ne vais pas faire de spoil, mais voilà, j'ai pu la vivre une fois, c'est pour ça que je me suis permis de l'inviter, et vous allez voir pourquoi et comment voilà, Pierre a été récompensé par le CNRS au titre de la médaille de l'innovation en 2022, et ce sera un peu la conclusion des choses. Je te laisse la main, avec grand plaisir. Merci beaucoup Jean-Christophe, merci pour l'invitation, pour l'introduction et pour le début de visite déjà du labo. C'est aussi une raison pour laquelle je suis venu pour la première fois à Rennes, et je suis très content, notamment dans ce format de conférence que je trouve vraiment très intéressant. Donc, je vais vous parler un peu des travaux qu'on a fait depuis une bonne dizaine d'années. Et donc, c'est des travaux qui ont un tout petit peu commencé, d'ailleurs, à l'Institut Curie, dont on a parlé pas mal ces dernières semaines. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a eu beaucoup de débats entre le ministère de la Culture et l'Institut Curie à propos de ce pavillon des sources qui était un pavillon de Marie Curie, dans lequel, soi-disant, il n'y avait jamais eu de recherche et qui était fortement radioactif. Donc c'est exactement là, dans la cave, là, que j'y ai passé presque une quinzaine d'années au début de ma carrière. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc après, effectivement, j'ai bougé à l'Institut d'optique dans un bâtiment flambant neuf. Et je suis très content maintenant, là-bas au LP2N, d'être dans une équipe qui s'appelle effectivement BIOF. Et je suis accompagné au niveau des chercheurs permanents de 2 chercheurs, Gaëlle Rocher, qui est bretonne et qui est spécialiste en biologie du développement notamment et en imagerie, et puis Amaury Badon, qui est un opticien, physicien. Donc on est très interdisciplinaire. Donc les travaux que je vais vous présenter ont eu lieu pour la plupart dans ce groupe BIOF, mais également en collaboration avec une start-up que nous avons créée en 2018 avec un étudiant et un postdoc qui s'appelle Trifrog et qui est dédié à plutôt la médecine régénérative. Puis comme ces développements qui avaient eu lieu dans le public ont donné lieu à la création de cette start-up, on a voulu aussi redévelopper la technique dont je vais vous parler, qui sera le cœur de cet exposé. On a aussi voulu le redévelopper au niveau académique, donc avec l'Université de Bordeaux, dans le cadre d'une plateforme qu'on appelle la Voxel, et qui est donc gérée par l'Université de Bordeaux, l'INSERM, le CNRS. Donc, je vais vous parler d'une technologie, en fait, la technologie des capsules cellulaires, qui a été motivée, et c'est tout le temps le cas dans nos recherches, par des applications, des problématiques biologiques et médicales, en l'occurrence la médecine régénérative et l'oncologie, et qui est inspirée de une création de cuisine moléculaire, et qui est basée, dont le principe est fondé sur une vieille découverte de physique du 19e siècle, d'où le titre. Alors, voici les principaux acteurs, les principaux aspirateurs de nos travaux. Je ne sais pas si quelqu'un connaît un ou plusieurs de ces personnages. Ce n'est pas évident, et j'ai un peu, en plus, triché. Donc le premier, à gauche, c'est Adria Ferran. Là, il est professeur à Harvard. Avant, il était grand chef d'un restaurant près de Barcelone, El Bulli, qui a été le meilleur restaurant du monde pendant des années, au début des années 2000. Ensuite, au milieu, il y a
c'est pas Flaubert, c'est pas Sorsosi, c'est Lord Rayleigh, prix Nobel de physique en 1904. Et le troisième à droite, c'est Shinya Yamanaka, qui est prix Nobel de médecine en 2012 et qui est maintenant aussi conseiller scientifique dans une entreprise qui s'appelle Altos Labs. Alors Altos, j'enchaîne directement là-dessus, c'est une boîte qui a été créée par Jeff Bezos, dans laquelle il a mis 3 milliards de dollars et où il a pour but de prolonger l'espérance de vie jusqu'à 150 ans. Donc il débauche actuellement tous les scientifiques, beaucoup de scientifiques académiques, des biologistes, spécialistes en sénescence des cellules. Alors lui, il n'utilise pas des crèmes anti-âge à l'ADN actif ou des crèmes quantiques comme vient de sortir et il y a même Alain Aspect qui a dû intervenir pour dire que c'était n'importe quoi ce genre de crème. Donc Jeff Bezos, finalement, il n'est pas si bête, il a compris que ça ne marchait pas. Lui, ce qu'il veut développer, c'est des thérapies cellulaires et qui seront donc basées sur l'utilisation de cellules souches induites à la pluripotence. Donc pour définir un peu ces termes, il y a d'abord le terme de thérapie cellulaire. Alors la thérapie cellulaire, c'est quoi? Pour guérir une maladie, en général, on donne des médicaments qui sont des espèces actives, des molécules. Et si on a une thérapie cellulaire maintenant, c'est de dire on remplace les molécules par des cellules. Et on guérit comme ça les maladies, dont le vieillissement. Alors cette thérapie cellulaire, c'est pas si nouveau, ce concept. Il y avait déjà eu quelques tentatives, même au XIXe siècle, par Charles-Édouard Brown-Séquard, qui est franco-américain, et qui a publié dans le très très respectable journal The Lancet une étude sur l'utilisation d'extraits de testicules de taureau injectés en sous-cutané pour améliorer les prouesses sexuelles des hommes un peu âgés. Alors, ensuite, il y a eu une étude qui a montré qu'il aurait fallu, pour que ça ait un effet, donc l'idée c'est en fait d'avoir juste de la testostérone injectée, qu'il aurait fallu à peu près 250 kilos de testicules de taureau. Donc ça fait beaucoup de taureaux. Mais celui qui est considéré comme le père fondateur de la thérapie cellulaire, c'est Paul Nyans, qui a écrit d'ailleurs un livre là-dessus. Et alors, selon Wikipédia, il a même été le médecin un peu secret de personnes comme Winston Churchill ou Charles de Gaulle, sans que ce soit jamais vérifié. Et lui, ce qu'il a fait, c'est pour guérir certaines maladies de ses patients un peu secrets, il utilisait en injection intramusculaire des cellules dérivées de fœtus de moutons. En tout cas, évidemment, ça ne marchait pas pour guérir les maladies, mais il avait compris quel type de cellules il fallait utiliser. Des cellules de fœtus, des cellules d'embryon. Alors pourquoi? Parce que ces cellules-là, ce sont ce qu'on appelle des cellules embryonnaires souches, d'accord, qu'on voit tout en bas ici de cet arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Donc d'ailleurs, en passant, c'est pour ça que TreeFrog, la start-up qu'on a créée, s'appelle TreeFrog. Tree, c'est pour l'arbre de la vie, et l'arbre de différenciation des cellules souches, et Frog, c'est parce que les fondateurs sont français. Donc ça donne TreeFrog, et ça donne cette grenouille toute mignonne. Donc en fait, on a des cellules embryonnaires au niveau de l'embryon. Ces cellules deviennent ce qu'on appelle des cellules pluripotentes, mais c'est très semblable. Les cellules pluripotentes ont les propriétés, les cellules souches, d'auto-renouvellement, donc de se diviser, renouveler à l'infini, et également la possibilité de donner lieu à toutes les cellules de l'organisme par un processus qu'on appelle la différenciation cellulaire. Donc si vous prenez des cellules pluripotentes ou embryonnaires, eh bien, elles vont se différencier, elles vont donner des cellules musculaires, des cellules neuronales, des cellules de sang, du pancréas, absolument tout, par une ramification. Et voilà. Donc,
évidemment, utiliser des cellules d'embryon pour faire de la thérapie cellulaire, c'est surtout à notre époque, c'est pas très éthique. Et puis, ça pose un problème d'accès à la source, évidemment. Et c'est là qu'intervient, en fait, alors non pas le doc de Retour vers le futur, mais Shinya Yamanaka, mais qui a véritablement, qui a fait pour moi un truc absolu. Ça relève quasiment du magique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça et de son prix Nobel, mais ce qu'il a fait en 2007, 5 ans avant son prix Nobel, fait une sorte d'avance, je ne sais pas, retour dans le futur, avancée dans le passé, une sorte de machine à remonter le temps. Donc en prenant quelques cellules de votre peau, par exemple, il a été capable, en ajoutant simplement 4 gènes ou 4 facteurs de transcription, à reprogrammer ces cellules. Donc vous prenez un peu de peau de moi, adulte de 55 ans, et vous rajoutez ces 4 gènes, et au bout de quelques semaines, vous retrouvez mes cellules qui étaient présentes dans l'embryon que j'étais il y a 55 ans. Donc, c'est des cellules qu'on appelle induites à la pluripotence. Il y a eu au début un petit débat pour savoir si elles étaient exactement identiques aux cellules embryonnaires. Franchement, les différences sont extrêmement subtiles, mais elles ont absolument toutes les mêmes propriétés que les cellules souches embryonnaires. Donc d'autorenouvellement et de différenciation. Donc en gros, le principe de base de la thérapie cellulaire, c'est représenté ici. Dans le cas de la maladie de Parkinson, vous prenez de la peau, vous récupérez ces cellules de peau, vous les reprogrammez à la méthode Yamanaka en cellules souches induites à la pluripotence, IPS, et celles-ci, après, les biologistes connaissent tous les protocoles pour différencier, transformer ces cellules souches en des cellules, aux cellules voulues. Par exemple, ici, on a des neurones dopaminergiques qui sécrètent la dopamine. C'est ce qui fait défaut quand on a la maladie de Parkinson. Et ces neurones, vous les réinjectez, alors c'est pas si simple, dans le cerveau, de manière à guérir la maladie. D'accord ? Et ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres maladies. Donc on se dit, bon, ben, on a les cellules, il n'y a plus de problème éthique, etc. On sait quelles cellules utiliser pour la thérapie cellulaire. Comment ça se fait que ça ne s'est pas plus développé jusqu'à maintenant? Donc il y a un autre défi quand même un peu à surmonter, qui est le défi de l'expansion, de l'amplification de ces cellules. Et là, je voudrais juste donner quelques ordres de grandeur. Donc si vous prenez le cas le plus défavorable, l'organe le plus gros est supposé que vous voulez le remplacer. C'est le foie chez l'adulte. Ça pèse 1,5 kg. Dans 1,5 kg de foie, il y a environ 10 puissance 12 cellules, 1000 milliards de cellules. Lorsqu'on fait de la culture cellulaire, on utilise traditionnellement des boîtes de Petri. Donc si on met 10 puissance 12 cellules dans des boîtes de Petri, ça va couvrir une salle de 50 mètres carrés. Premier problème, déjà un peu de place. Ensuite, il y a un autre problème qui est même plus critique que ça, qui est... Ben là, vous voyez une image où on a une colonie d'IPS, le paquet vert, là. Et puis, il y a plein de petits points rouges ou oranges qui sont des cellules mortes. En fait, lorsqu'on fait une culture de ces cellules souches, qui sont quand même relativement fragiles, dans des boîtes de plastique, eh bien, le taux de mort est extrêmement élevé. Non seulement le taux de mort, mais en plus, lorsqu'on regarde, au bord des colonies, il y a des cellules qui vont se différencier spontanément et de manière complètement anarchique. Et on a un type de cellules qu'on ne connaît pas a priori. Donc en fait, les biologistes, quand ils font de la culture, sont obligés de sélectionner les colonies avec un feutre comme ça, c'est la méthode actuellement utilisée, les colonies qui leur semblent bonnes, et de récupérer avec des pipettes celles-ci, et de les repiquer en quelque sorte, de faire des passages à partir de là. D'accord ? Donc en fait, si vous voulez, et le paramètre lorsqu'on parle de bioproduction qui est utilisé, c'est le facteur d'amplification. Donc on peut l'expliquer par une sorte de réaction chimique. On a une cellule souche qui va donner 2 cellules par division. Mais de ces 2 cellules, une peut mourir ou se différencier. Donc en fait, cette
réaction chimique, en quelque sorte, est caractérisée par deux temps caractéristiques. Le temps de division, pour les cellules souches. Alors, les cellules souches, c'est véritablement la Ferrari des cellules au niveau de la division. Elles se divisent une fois toutes les 15 heures, des cellules mammifères, pardon. Une fois toutes les 15 heures. Par contre, leur taux de mort, j'ai dit, il varie en fonction des conditions expérimentales. Et donc, on caractérise le temps de doublement, c'est-à-dire le temps au bout duquel la population initiale a doublé, qui dépend du taux de mort et du taux de division. Donc, idéalement, si on n'a aucune mort, on peut avoir un facteur d'amplification, c'est-à-dire le nombre de cellules qu'on a au bout d'un temps t, par rapport au nombre de cellules initiales, qui peut être de à peu près 2000. Juste pour vous dire, dans l'expérience qui a valu le prix Nobel à Yamanaka, le facteur d'amplification 2000 au bout de 7 jours, le facteur d'amplification pour Yamanaka au bout de 7 jours était de 6. Donc il y avait énormément de morts. Donc l'idée, c'est qu'il faut pouvoir améliorer cette survie des cellules souches. Et il faut pouvoir également gagner en place. Et pour gagner en place, tout le monde sait l'effet surface sur volume. Donc, typiquement, c'est 10 puissance 12 cellules qui étaient dans 50 mètres carrés de boîte de pétri. Si on arrive à les mettre dans des petites boules qui font 300 microns de rayon, eh bien, toutes ces cellules vont tenir dans un Jéroboam, dans 3 litres. D'accord? Vous imaginez par rapport à 50 mètres carrés. Donc c'est assez trivial quand on connaît l'effet volume sur surface. Et puis au niveau de la survie, en fait, on peut s'apercevoir en connaissant la biologie un peu du développement. Vous avez ici une frise en quelque sorte du développement d'un embryon. Donc à partir du moment où l'ovule est fertilisé jusqu'à vraiment le développement de l'organe. Donc il y a plusieurs stades, ça peut vous dire peut-être quelque chose, la morula, le blastocyste, etc. Et il y a une phase intermédiaire qui se passe juste après l'implantation sur la paroi utérine, qui est la formation entourée d'autres tissus, d'une rosette, d'un épiblaste sous forme de rosette. Cet épiblaste sous forme de rosette, c'est une boule de cellules souches creuses, une sorte de ballon cellulaire creux. Et donc, un peu l'idée qu'on peut avoir, c'est de se dire que si on est capable, en fait, de reconstituer un peu ce type d'architecture, de forme, eh bien, c'est peut-être la garantie d'avoir une bonne survie, puisque la nature le fait finalement. Alors maintenant, je passe à la deuxième partie, la partie cuisine moléculaire. Donc la cuisine moléculaire, avec ma fille regardait beaucoup Top Chef, donc moi aussi, et très rapidement, elle s'est mise à faire des perles de Nutella, des perles de ketchup, ses deux aliments préférés. En fait, le père fondateur de cette cuisine moléculaire, c'est Adria Ferran, donc qui a inventé ça. Alors pourquoi il est, petite anecdote au passant, pourquoi il est maintenant prof à Harvard? Donc il a dû fermer son restaurant, qui était pourtant le meilleur restaurant du monde plusieurs années de suite, parce qu'il utilisait beaucoup ces perles de saveur qui sont faites à partir d'alginate, qui est un polysaccharide extrait d'algues brunes. Donc c'est un polymère formé de deux monomères, l'acide guluronique et l'acide manuronique. Il est biocompatible, mais il a la propriété que l'organisme ne le digère pas. Donc en particulier, par exemple, les cellules ne vont pas le dégrader. Et donc, ses concurrents un peu jaloux de son succès sont venus faire une étude un peu à la sortie des déjeuners et des dîners, en demandant si personne avait des problèmes, des maux de ventre ou des diarrhées. Donc certains ont dit que oui, évidemment. Donc ça a conduit à la fermeture de son restaurant. Donc il est parti, il a signé un contrat avec le département de physique appliquée de Harvard, où il donne des cours un peu de cuisine moléculaire en association avec des profs de physique. Alors, voilà comment on fait ces perles de saveur. Donc c'est des trucs on trouve plein de vidéos sur YouTube. Donc on prend de l'alginate, on le dissout dans de l'eau. Donc c'est une poudre qui est assez difficile à solubiliser, on chauffe un peu, on fait refroidir. Et puis après, donc là, il va mettre du sirop de menthe. Il va mélanger ça au sirop de menthe. Et en parallèle, on prépare une solution, dans ce cas, de lactate de calcium.
Donc, parce que l'alginate a la propriété de former un gel, une gelée, un hydrogel en présence de lactate, en présence d'ion calcium, ou plus généralement d'ion divalent. Les chaînes, donc le calcium joue le rôle de réticulant au niveau des chaînes d'alginate et en particulier au niveau des acides glucuroniques. Donc on a comme ça un hydrogel qui d'ailleurs a une maille d'une taille de l'ordre d'une vingtaine de nanomètres et qui est transparent. Alors vingtaine de nanomètres, juste pour vous situer, donc c'est en général plus gros qu'une protéine moyenne, qui est de l'ordre plutôt de 5-10 nanomètres. C'est évidemment plus petit qu'une cellule qui, dans la taille, en suspension, va être de 5-10 microns. D'accord ? Donc maintenant, on a tout. On a ces boules-là. Donc, il suffit de remplacer la nourriture par des cellules souches. En fait, ça a été fait déjà il y a beaucoup d'années. Alors, c'est une image datant de 2008, mais ça a même été fait dans les années 90, de mélanger des cellules avec de l'alginate. Alors, le problème quand on fait ça, c'est que, vous voyez là, mon petit dessin où il y a une cellule qui est enchevêtrée dans un gel. Et c'est pas très bon, ça, pour les cellules. Ça augmente beaucoup la mort cellulaire. Les cellules, en gros, peuvent pas bouger, peuvent pas tellement bien se lier aux autres. Donc, si vous voyez à gauche, là, on a des points bleus qui sont les noyaux, qui ont été marqués avec un marqueur qui est d'API. Et ensuite, les cellules vivantes sont les cellules vertes, et les cellules mortes sont rouges. Donc, vous voyez qu'il y a un peu de tout, et il y a pas mal de cellules mortes. Et puis, si vous voulez enfuir dans un gel, comme ça, un hydrogel, un organisme, un embryon de poisson zèbre, alors s'il n'y a pas de gel, il se développe très bien, on voit la queue ici, etc. Dans un gel, par contre, il devient totalement difforme. Donc on voit bien que la présence de ce confinement, de cet enchevêtrement dans le gel, a des conséquences sur le devenir des cellules et des organismes, ce qu'on appelle le domaine de la mécanotransduction en biophysique, et qui est très en vogue. Alors, pour éviter d'enfuir les cellules dans un gel, ce qu'il faut faire, c'est mais on veut quand même les mettre en boule. L'idée, c'est de faire des sphères, mais creuses, donc des capsules. Alors, et pour faire des capsules, on utilise on utilise des méthodes de microfluidique, et plus particulièrement de coextrusion microfluidique. Donc, vous voyez sur ce dessin, on a un système de coextrusion, c'est-à-dire deux capillaires concentriques. Dans le capillaire interne, on fait passer une suspension de nourriture ou de cellules. Dans le capillaire externe, une solution d'alginate, qui est à peu près aussi visqueuse que du miel. Et c'est là où la microfluidique est particulièrement intéressante. Dans tous les systèmes un peu microscopiques où on veut déplacer des fluides, on peut caractériser, en tout cas ici, je vais me restreindre à deux nombres adimensionnés qui vont décrire un peu la physique, l'hydrodynamique, les propriétés de transport du système. C'est le nombre de Reynolds qui va comparer en gros les effets inertiels aux effets visqueux. Et étant donné qu'on a des dimensions qui sont petites, submillimétriques, que les flux sont pas très importants, de l'ordre du millimètre par seconde ou minute, eh bien on va se retrouver avec ces fameux nombres de Reynolds qui sont très petits. Ça veut dire qu'il n'y a pas, lorsqu'on bouge des fluides en système microfluidique, il n'y a pas de mélange convectif. D'accord ? Même si les fluides sont miscibles. Et ce qui est le cas ici, vous avez de l'alginate qui est dissous dans l'eau, et vous avez une suspension de cellules qui est répartie dans d'un milieu de culture qui est essentiellement de l'eau. Donc là, c'est une astuce un peu pour ne pas avoir de mélange, c'est-à-dire se mettre en système microfluidique. Évidemment, ça ne va pas empêcher le mélange diffusif à l'interface entre les deux liquides. Mais si le système microfluidique n'est pas très grand, typiquement, si la largeur du capillaire est de l'ordre du millimètre, vous voyez que ce nombre de Peclet, là, qui compare la convection à la diffusion, est de l'ordre de 10 puissance 4. Ça voudrait dire que le mélange sera complètement
les liquides seront complètement mélangés seulement si notre système microfluidique a une longueur de 10 puissance 4 fois 1 mm, c'est-à-dire 10 mètres. Donc là, on a quand même le temps, il va y avoir simplement un tout petit peu de diffusion. Et cette diffusion peut être problématique, parce que si on met directement les cellules au milieu, pardon, je reviens en arrière, mais directement les cellules au milieu, lorsqu'on met des cellules en suspension dans de l'eau, eh bien elles vont, ou dans un milieu de culture, elles vont relarguer leur stock de calcium. Donc vous voyez, et puis après j'ai de l'alginate à côté. Donc il va y avoir du calcium directement en contact avec l'alginate qui va diffuser à l'interface et qui finalement bouche cette puce microfluidique. Donc ce qu'on a fait, c'est on a mis un capillaire supplémentaire. Ce capillaire jaune là, intermédiaire, qui contient de l'eau et qui sert juste à empêcher, à retarder la diffusion de calcium du capillaire interne vers le capillaire externe et donc de boucher la puce. Donc ça c'est le dessin, ça c'est la première réalisation en vert, en insérant des capillaires les uns dans les autres, en les collant, en faisant garde qu'ils ne bougent pas. Donc ça met à peu près une semaine à faire un truc comme ça. Il y en a 1 sur 4 qui marche. Donc ensuite on en a développé par impression 3D. Donc vous voyez le petit encadré ici où on a une sorte de puce mais imprimée en 3D et qui marche bien aussi. Et puis ensuite, après beaucoup d'itérations, voilà la version Trifrog. Donc c'est une boîte noire, c'est un gros robot là. Donc impression 3D, ça coûte 2 € et là ça coûte 2 millions d'euros. Mais ça marche super bien et évidemment à plus grande échelle et garantissant ce qu'on appelle des conditions GMP, Good Manufacturing Practice, qui permettent d'aller vers le clinique. Ce qu'on fait avec ce petit système, avec du scotch et tout ça, évidemment, on ne peut rien emmener aux cliniques. Alors ensuite, il reste encore un problème. C'est un problème de taille. C'est-à-dire on peut affiner les capillaires autant qu'on veut, mais si on injecte les fluides et qu'on regarde avec... là, il se trouve que c'est une caméra rapide. Donc voilà ce qui se passe. On a un capillaire en haut qui fait 100 microns de diamètre et il y a une goutte. Et les gouttes vont tomber et ces gouttes ont une taille qui va faire 3 mm. Alors 3 mm, pourquoi? C'est la taille caractéristique d'une goutte d'eau. Et là, si vous regardez, en fait, c'est un effet c'est ce qu'on appelle la longueur capillaire. Si on a une goutte qui est accrochée à un embout comme ça, eh bien, qu'est-ce qui va gouverner sa chute? Ça va être le poids. Donc il y a de plus en plus de liquide qui arrive, mais il y a aussi les forces capillaires qui vont les retenir sur le bord du capillaire, les forces capillaires qui le retiennent sur le bord du capillaire. Et donc ça définit une sorte de taille caractéristique de 3 mm, qui est indépendante du diamètre véritablement de l'embout. D'accord ? Donc, on peut faire ce qu'on veut, on peut diminuer encore à moins de 100 micromètres. On aura toujours les gouttes de même taille. Ce sont les gouttes qui sont obtenues lorsqu'on fait les tailles de gouttes qui sont obtenues lorsqu'on fait des perles de saveur. Alors pourtant, on ne peut pas se contenter d'avoir des gouttes aussi grosses, de 3 mm de rayon, 6 mm de diamètre. Alors pourquoi ? Bien parce que, donc là vous voyez une image d'un artiste qui a récupéré, qui a ensuite figé en quelque sorte tout l'arbre vasculaire dans une main d'un cadavre. Et si on fait une sorte de mesure moyenne, on prend n'importe quel point de cette main en volume, il n'y a pas, chaque point n'est pas distant de plus de, disons, 300 micromètres d'un vaisseau sanguin. Ça veut dire que, et c'est vrai pour tout le corps, donc pour que les cellules puissent avoir suffisamment d'oxygène et rester en vie, d'oxygène et de nutriments, il faut qu'elles soient distantes à moins de 200-400 microns d'un vaisseau. Il y a une sorte de gradient de diffusion finalement qui fait qu'au-delà de cette distance, tout a déjà été consommé par les autres cellules. Donc il faut absolument,
si on veut générer des gouttes qui contiennent des cellules viables, de descendre en dessous de la taille de typiquement 300 microns. Alors, ça d'ailleurs, on peut le confirmer, on peut faire des expériences véritablement. Donc, on fait croître des cellules sous forme de ce qu'on appelle un sphéroïde, et on suit sa taille au cours du temps. Et en fait, donc là, j'ai représenté la taille ce qu'on appelle le multicellulaire sphéroïde en fonction du temps en jour. Donc au début, dans cette échelle, dans ce diagramme semi-logarithmique, on a quelque chose qui croît linéairement, donc exponentiellement. C'est ce qu'on attend pour une division classique. Et puis, à partir de 300 microns, on a un changement de régime vers quelque chose qui est subexponentiel, qui est en fait linéaire, c'est-à-dire que le rayon va augmenter linéairement avec le temps, plus exponentiellement. Et c'est dû au fait qu'il se forme un cœur nécrotique au sein du sphéroïde et que seules les cellules qui sont sur une fine couche périphérique vont pouvoir continuer à proliférer. D'accord ? Donc, si on veut vraiment des cellules vivantes, il faut tomber en dessous de 300 microns, qui est cette taille critique. Et donc, comment on le fait ? On le fait en utilisant l'instabilité de Rayleigh Plateau, en fait, qui a été donc découverte au 19e siècle par Plateau, qui est belge, expérimentalement, et ensuite qui a été expliqué théoriquement par Lord Rayleigh. Alors, c'est quoi le principe ? Le principe, c'est finalement de dire, bon, avant si on fait du goutte à goutte, on a des gouttes qui sont, quelle que soit la taille du capillaire de sortie, qui vont faire 3 mm. Maintenant, si on augmente le jet, la vitesse du jet, la vitesse, pardon, des flux, on forme un jet. D'accord ? C'est comme dans votre salle de bain ou baignoire, si vous ouvrez à fond le robinet, vous n'allez pas avoir des gouttes, mais un jet qui se forme. Mais si votre lavabo est suffisamment profond, vous allez voir que ce jet n'est pas stable. Il se fragmente spontanément en gouttelettes. Là, c'est exactement la même chose. D'accord ? Alors, pourquoi il n'est pas stable ? On peut simplement le démontrer par des considérations d'énergie de surface. Donc, la tension de surface de n gouttes est plus petite que la tension de surface, l'énergie de surface d'un jet liquide. Donc, expérimentalement, à quoi ça ressemble véritablement ? Donc là, une expérience où on forme notre jet avec un système qui protège un peu la boîte, et les gouttes qui tombent directement, ces gouttes composites avec de l'alginate à l'extérieur, de l'eau à l'intérieur, qui tombent dans un bain de calcium, et vous avez vu on apercevait un peu, parce qu'il y a un indice de réfraction qui est légèrement différent, ces gouttes dans le bain de calcium. Alors, on peut quand même vérifier que ces gouttes sont en bon état parce que, donc on envoie un jet, on augmente la vitesse des fluides, donc on augmente inévitablement l'impact à la surface. Donc, même chose, il y a des petits trucs, on peut rajouter un tout petit peu de tensioactif à la surface pour réduire un peu cette force d'impact. Et donc, on regarde ici par caméra rapide, qu'est-ce qui se passe à la surface. Donc, vous voyez les gouttes qui tombent, elles gélifient, la réticulation de l'alginate est quasi instantanée. Cette petite boule noire, c'est une bulle d'air qui reste accrochée à la capsule, qui est fortement déformée, parce que la paroi est fine, mais qui n'est pas dégradée. Ensuite, la bulle va se dissoudre dans l'eau, etc. Et les capsules récupèrent un peu leur forme sphérique. Et au final, eh bien, on va récupérer, ça c'est une image prise avec un téléphone portable du fond du bécher. Donc, on a plein de capsules qui sont formées. On a augmenté les débits, donc on a augmenté la production. Donc, on produit à peu près comme ça, par cette méthode, 5000 capsules par seconde. Donc, immédiatement, on peut se dire, ça peut être un bon moyen pour aller vers des tests, par exemple, pharmaceutiques, haut débit. Donc, on peut vérifier quand même, en faisant de la microscopie confocale, qu'on a bien une structure coque-cœur, c'est-à-dire une couche d'alginate avec de l'eau à l'intérieur, donc une couche creuse.
L'épaisseur de cette coque peut être variée en variant les différents flux de l'alginate et du cœur. Donc là, je vous ai montré à beau côté, comme si c'était une... On l'a bien orienté, la capsule. En réalité, elles sont un petit peu déformées. Il y a toujours une petite queue qui se forme. Ça, c'est effectivement dû à l'impact. Elles ont à peu près la même taille. Je reviendrai là-dessus. Et elles ont à peu près, là, ici, dans cette expérience-là, il y avait en moyenne 20 cellules par capsule. On peut évidemment, en changeant la densité initiale de capsule, varier ça. On peut aller de 1 à beaucoup. Donc elles ont aussi à peu près un nombre constant, par exemple, on peut contrôler ça. Alors, donc maintenant, on peut passer à l'encapsulation de cellules souches induites à la pluripotence. Donc là, encore une fois, la problématique, c'est d'amplifier, c'est d'obtenir le plus de cellules iPS possible, de manière à faire ensuite de la régénération, de la médecine régénérative. Donc pour obtenir le plus possible, il faut démarrer du moins possible. Donc on en encapsule très très peu, 1, 2, 3 là en moyenne sur les trucs de gauche, et puis on attend un peu, on attend 6-7 jours, et on se retrouve avec l'image de droite, où vous voyez qu'en fait, chaque capsule est remplie d'un ballon cellulaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle d'un agrégat avec un lumen. Le lumen, c'est la partie creuse au centre. Donc c'est en fait une sorte de capsule cellulaire à l'intérieur de la capsule d'alginate qui se forme. On peut faire des immunomarquages comme les biologistes le font. Donc vous voyez qu'on a toujours une couche de cellules. Au début, elle est relativement fine et ensuite, elle peut s'épaissir. On forme ce qu'on appelle un épithélium pseudo-stratifié. Les noyaux, qui sont la partie la plus rigide d'une cellule, vont avoir tendance un peu des fois à se décaler de manière à s'adapter, à s'accommoder dans la couche cellulaire. Donc ensuite, on fait beaucoup d'imagerie photonique. Donc là, c'est une imagerie par microscopico-focale où on peut reconstituer du bas vers le haut, comme ça, des piles d'images qui vous montrent, encore une fois, la structure de ce ballon cellulaire. Le trait rouge autour, c'est de l'actine, c'est un composant de la cellule, et au centre, c'est un marqueur de la polarité qui donne le côté apical de ces ballons. On peut regarder aussi la dynamique. Donc, vous voyez ici, on avait un petit agrégat de cellules. Vous voyez, au début, il y a quelques cellules qui meurent. Et puis après, ça forme ce ballon cellulaire creux, et il n'y a plus aucune cellule qui meurt. Donc, ça va bien dans le sens d'améliorer quand même la survie. Okay. Donc, au final, c'est ce que Trifrog utilise comme technique. Donc, ils le font massivement dans des bioréacteurs de 10 litres. Alors, vous avez une image comme ça globale. Lorsqu'on extrait quelques capsules, on les marque avec ce qu'on appelle des marqueurs vie-mort. La vie, c'est vert, la mort, c'est rouge. Donc, il y a très, très, très peu de morts comparé à ce qui se passe sur des boîtes de pétri. Donc, c'est ainsi qu'on a réussi à obtenir un facteur d'amplification en suivant au cours du temps le nombre, finalement, de cellules formées. On arrive à un facteur d'amplification à 7 jours. Il faut le donner pour qui est de 270 à peu près. Donc c'est beaucoup plus que Yamanaka, c'est pour l'instant le record du monde, ça va sans doute tomber très vite, parce que le domaine est très très actif. On est encore loin de ce plateau de verre que je vous ai dit tout à l'heure, qui est de 2300 pour 7 jours. Donc il y a encore des améliorations qui sont possibles, de manière à amplifier plus. Et ça permet, alors moyennant un nombre de cellules de l'ordre du million au départ, d'arriver à 15 milliards par semaine. Après, ça peut se faire de manière parallélisée pour augmenter encore plus la quantité. Alors, une fois qu'on a les cellules souches, on peut passer à la thérapie cellulaire. On ne s'est pas intéressé à régénérer à la fois totalement au complet, parce qu'effectivement, il faut 1000 milliards de cellules disponibles tout de suite, mais plutôt, c'était surtout la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, il faut a priori beaucoup moins de neurones pour avoir des effets. Donc là, on utilise les protocoles des biologistes, on rajoute les hormones, les facteurs de croissance qui vont bien,
Et immédiatement, sur ces boules de cellules souches, immédiatement au bout de quelques jours, eh bien, la différenciation se produit. Vous voyez, le gros paquet au centre, c'est les cellules qui ne sont pas différenciées. Et à la surface, vous voyez apparaître des axones qui sont très, très dynamiques, là, et qui bougent un peu partout. Si vous êtes très patient, donc ça met quand même entre 3 semaines, pas loin de 3 semaines. Mince. Zut. Donc là, j'ai tout. Donc vous arrivez à quelque chose comme ce qui est représenté en dessous, qui est presque une pelote de laine quasiment. Donc seuls les axones ici sont marqués. On ne voit pas les corps cellulaires des neurones. C'est une boule de laine. Donc cette boule de laine est particulièrement intéressante. Donc il y a de l'alginate autour, on ne le voit pas ici, mais on peut le dissoudre ensuite et puis l'injecter dans des cerveaux de rats. Donc c'est fait en collaboration avec l'Institut des maladies neurodégénératives de Bordeaux. Ensuite, on sacrifie quelques rats et on voit que ces neurones humains ont bien intégré tout le cerveau du rat au bout de je crois que c'était 3 jours ou 4 jours. D'accord ? La tache jaune ici qui finalement irrigue tout le cerveau du rat. Donc après ça, il faut évidemment faire des tests pour voir si ça a un effet sur les rats, sachant que le rat n'est pas le meilleur cas pour Parkinson, mais on commence toujours par là. Alors ce test, je l'aime beaucoup, c'est un test de comportemental. On rend un rat parkinsonien par une injection chimique, il a les symptômes vraiment d'un animal parkinsonien. Et en particulier, il a également la patte gauche qui devient paralysée. Donc on le met dans un tambour qui tourne, un cylindre qui tourne, et donc il va toujours taper sur le tambour avec sa patte droite. Donc il va faire tourner le tambour tout le temps dans le même sens. Si jamais il récupère sa patte gauche, il faudra dire que le rat a récupéré de Parkinson, il va aléatoirement taper dans les deux sens, et le tambour fera en moyenne 0 tour. Donc c'est comme ça qu'on voit, alors là j'ai mis des points, j'ai oublié la légende, mais on introduit des cellules qui sont non pertinentes, qui ne sont pas des neurones. Donc là il n'y a aucun effet, ça tourne toujours dans le même sens. Par contre, dès qu'on met nos neurones, au bout de entre 4 et 6 semaines, le rat semble récupérer. Donc ça a été fait sur des corps de 48 rats, obtenus pour plus de 35 rats. Alors certains sont morts avant, etc. Mais voilà. Donc évidemment, maintenant, il faut passer à l'échelle supérieure et faire encore beaucoup d'améliorations avant de passer chez l'homme. Une autre application qu'on avait, c'est l'oncologie. Et donc là, pour l'oncologie, c'est d'ailleurs comme ça historiquement on a commencé. On peut mélanger, on peut encapsuler des cellules cancéreuses. Donc vous voyez ici, il y a des cellules cancéreuses ils ont déjà formé un beau paquet. Donc ils forment un sphéroïde, un agrégat multicellulaire. Et on les voit sous le microscope ici se grossir, se diviser, jusqu'à atteindre ce qu'on appelle la confluence, c'est-à-dire remplir totalement la capsule. Si on continue encore un peu, on voit même que le cœur noircit, mais que ça continue à gigoter autour. Donc il doit y avoir encore de la division et que le cœur devient très noir, très sombre. Ça ne veut pas dire que c'est un trou, ça veut dire au contraire que la lumière passe plus. Donc il y a une densification là. Okay. Et en particulier, ce qui est assez intéressant de ce type de configuration, on l'a fait au départ parce que finalement, si on veut mimer des tumeurs, une tumeur, ce n'est pas un agrégat cellulaire qui croît dans de l'eau, dans un milieu de culture. Ça croît au milieu d'autres tissus. Donc ça peut subir des contraintes viscoélastiques des tissus environnants. Donc on s'est dit, la capsule peut mimer assez bien cet environnement des tissus qui autour de la tumeur. Et puis, en fait, nos capsules sont pas viscoélastiques, elles sont pratiquement purement élastiques. D'accord ? Donc, si elles sont purement élastiques, on peut s'attendre même à ce qu'il y ait une compression de la tumeur. Je vais y revenir un tout petit peu après. Et donc, en regardant un peu les effets des
conséquences de signaux mécaniques sur le développement de tumeurs. Il y avait déjà au 19e siècle un médecin français qui proposait que la seule méthode, par exemple, pour empêcher la métastase du cancer du sein, c'était de mettre quasiment presque un instrument de torture sur le sein et de comprimer très fort. Lorsqu'on était à peu près sur le point de publier nos premiers travaux, il y a eu une étude aussi aux États-Unis qui est sortie et là qui a fait, je ne sais plus combien, 10 000 entrées sur Google et qui proposait que presser les seins pouvait effectivement empêcher le cancer. On revenait à cette vieille idée. Donc après, il y a eu beaucoup d'émissions de télé, même là-dessus, en 2012, savoir avec quelle intensité il fallait presser les seins, etc. Donc tout ça était basé sur ces deux images du dessous, où il y avait un agrégat de cellulaire un peu désorganisé, et lorsque les gens mettaient un poids dessus, eh bien, ça redonnait quelque chose de plus organisé, qui ressemblait à une organisation un peu de globe mammaire. Alors maintenant, en fait, vous ne trouvez plus du tout pratiquement plus aucun truc sur Internet sur ce sujet-là. Le papier n'est même pas sorti. Donc c'est sorti juste à une conférence. Et ensuite, le papier n'a même pas été publié. Donc nous, on était en train d'étudier ce genre d'effet, mais pas avec des cellules... pas avec des cellules de sein, mais des cellules de côlon. Et ça, c'était pour tester un principe, un concept, disons, physique, proposé par des théoriciens à l'Institut Curie, Jacques Pro, Jean-François Joanny, qui était le suivant, qui consistait à dire, prenons un compartiment parallépipédique, mettons des cellules d'un côté, un piston connecté à un ressort, les cellules vont se diviser, vont comprimer le piston, réciproquement, le piston va comprimer les cellules. Lorsque les cellules sont comprimées, elles vont se diviser plus difficilement, elles vont mourir plus facilement. À un moment donné, le taux de division doit être balancé par le taux de mort. Donc, on doit atteindre un état stationnaire. Donc, on doit avoir une sorte de pression homéostatique atteinte. Et il se trouve que nos capsules sont exactement cette configuration-là, mais une configuration plus réelle, sphérique, plutôt que parallépipédique pour un tissu. C'est un peu mieux. Donc, on a testé ces idées-là. Et juste pour montrer un peu l'effet qu'effectivement, il y a une pression qui est exercée. Donc, voilà un sphéroïde à confluence dans une capsule d'alginate qui continue à se développer. Et vous voyez qu'à un moment donné, la capsule même éclate. Et là, ensuite, les cellules qui sont encore vivantes donc, se répandent comme des cafards là, sur une boîte de pétri. Et vous voyez que le sphéroïde croît beaucoup plus vite ensuite. Donc sa croissance a été en effet ralentie. Donc ça, l'effet, c'est exactement cet effet-là, c'est-à-dire que les cellules en se divisant augmentent leur volume, c'est comme si on soufflait dans un ballon, on augmente le volume d'air dans le ballon, et à un moment donné, le ballon qui est élastique et un peu plastique, là, va exploser. Donc ces ballons, si on n'atteint pas cet état d'explosion, si on travaille dans un régime linéaire de petites déformations, eh bien ces ballons d'alginate, on peut les considérer comme des capteurs de pression. C'est comme la force de Hooke à ressort, la force est proportionnelle à l'allongement via la constante de proportionnalité qui est la constante de Raeder. Ici, la constante de Raeder va dépendre du module Young de l'alginate, va dépendre aussi de son rapport d'aspect, H sur R. Plus la coque va être fine, plus l'objet va être mou. Plus la coque va être grande, plus l'objet va être mou également. Donc, il suffit ensuite de mesurer au cours du temps la taille de l'agrégat, la déformation de la capsule, son épaisseur, son rayon, de mesurer également le module Young, qu'on fait par nanoannotation, par microscopie à force atomique. C'est un module Young de l'ordre de 70 kPa à peu près qu'on trouve. Et donc à partir de là, on peut déduire la pression au cours du temps qui est exercée par l'agrégat de cellules, notre modèle de tumeur qui croît. Donc on a des courbes comme ceci. En fait, on n'a pas strictement un plateau, on n'a pas strictement une pression homéostatique, contrairement à ce que prédisait ce petit modèle théorique
simple. Donc on a mis pas mal d'années à continuer à étudier ça, notamment avec des gens de l'INRIA qui font des simulations sur base, on appelle ça agent-based simulation. Et donc on a pu expliquer ça bien plus en profondeur. Ce sont quand même des simulations assez impressionnantes où chaque cellule est représentée par une sorte de petite boule qui se dévise. On peut mesurer le volume, etc. au cours du temps. Donc je vais passer sur cet aspect-là pour aller vite. Et je voudrais juste dire que, donc, à l'inverse, on a fait quand même un truc pour voir si ce confinement avait un impact sur le devenir des cellules. Donc on a dissous la capsule d'alginate, c'est extrêmement simple, il suffit de mettre ça dans d'une solution contenant des ions phosphate. Et ensuite, on l'a implanté dans du collagène. Donc vous voyez qu'un sphéroïde qui n'a jamais été en confluence, eh bien il va croître, il y a du collagène autour, comme on ne voit pas, il va croître de manière cohésive. Par contre, un sphéroïde qui a été précomprimé, qui a atteint la confluence, qui a été fortement comprimé, lorsqu'on l'implante dans du collagène, immédiatement, 6 heures après l'implantation, vous voyez là qu'il y a des petites cellules qui commencent à s'échapper. D'accord? Donc, on pourrait dire, si on était un peu comme le groupe là, de 2012, que, au contraire, dans le cas du côlon, comprimer une tumeur va provoquer la métastase ou l'échappement cellulaire. Donc, on n'en est pas là, évidemment, il faut valider, faudrait regarder tous ces effets-là sous l'angle plus biologique, en regardant l'expression de gènes, notamment, et expression de gènes liée, par exemple, à la motilité cellulaire. Alors, je vais passer sur d'autres développements, notamment des développements un peu technologiques qui ont permis vraiment d'imager à relativement haut débit, avec grande précision, tous les sphéroïdes. Je vous montre quand même ça. Voilà, on peut maintenant suivre en parallèle, je crois, 72 sphéroïdes et faire l'analyse d'image là-dessus, de manière avec une résolution tout à fait satisfaisante. Donc, désolé, je vais passer là-dessus. Je passe aussi sur ce qu'on est en train de travailler actuellement, qui est comment améliorer la monodispersité des capsules, et donc cette instabilité de Rayleigh. On a utilisé la stabilité de Rayleigh spontanée. En fait, on peut mieux la contrôler en la forçant par une sorte d'oscillation, en imposant une oscillation au G, et également en appliquant des champs électriques. Donc, je passe là-dessus pour juste finir et ensuite attendre vos questions. Et pour vous montrer le tout dernier projet sur lequel on est impliqué, puisque je suis ici en Bretagne, et que la bière, ça met un peu moins de temps à fabriquer que le vin bordelais. Donc, vous savez que dans la bière, on part de malt, ensuite on rajoute du houblon, on fait bouillir, refroidir, et ensuite on met des levures, et ça fermente, et après on met en bouteille. Donc la question qu'on s'est posée au départ, c'était de se dire, est-ce que si on encapsule des levures, la bière va avoir le même goût? Pas évident, parce qu'on a vu que l'encapsulation et le fait que les cellules soient confinées va modifier leur devenir. Elles peuvent se différencier dans le cas de cellules mammifères. Elles peuvent, dans le cas des cellules cancéreuses, elles peuvent commencer à avoir une migration exacerbée. Donc ici, est-ce que sur les levures qui donnent le goût, une partie, enfin, il y a le houblon, mais il y a également les levures qui donnent le goût à la bière, est-ce que ça va aussi avoir un impact sur les propriétés gustatives de la bière? Donc on a fait ça et on a essayé de caractériser au mieux ces systèmes-là, donc en suivant la prolifération un peu des levures après encapsulation et en faisant réellement de la bière. Donc ensuite on est entré dans un domaine qu'on ne connaissait pas trop, il faut faire une analyse chimique de tout ça. On a fait de la chromatographie, la gaz chromatographie et de la spectro de masse pour identifier les composés majoritaires. Il y a un tableau ici qui est un peu compliqué, mais qui vous montre que
En fait, dans toutes les bières qui sont encapsulées, il y a pas mal de ces composés là à base d'alcool qui sont augmentés. Alors par exemple, si je prends celui qui a une odeur de citron, mais qui a un goût un peu acide, amer, eh bien, on le retrouve plus dans les bières commerciales que dans notre bière. Si par contre on a qui a une odeur de floral et puis un goût un peu de brûlé, machin, eh bien là aussi, là on le retrouve à peu près de manière équivalente. Donc en fait au final et en dessous on a fait des tests en aveugle. Donc à chaque fois qu'il y avait, outre les membres de l'équipe, mais à chaque fois qu'il y avait des invités, on faisait des tests en aveugle sur certains critères d'odeur, de qualité de mousse, de goût en fonction. Donc c'est très compliqué. Au final, tout le monde sentait au goût, à l'odeur, etc., une différence entre de la bière formée avec de la levure encapsulée et non encapsulée. Par contre, donc je vais pas vous mentir. Enfin, après, les goûts sont dans la nature. Donc, il y avait typiquement sur 20 personnes, il y avait peut-être 12 qui préféraient celle encapsulée, 8 non encapsulées, et puis la fois d'après, c'était l'inverse. Donc ça, évidemment, ça dépend et c'est assez compliqué. Donc en tout cas, on a une bière qui s'appelle la Beercat, parce qu'au laboratoire, il y a plein de gens qui aiment les chats. C'est la Beercat du laboratoire bioimagerie et optofluidique. Et voilà, et donc pour terminer, je vous présente juste l'équipe. Donc il y a, dont j'ai déjà parlé, Gaël Rocher et Amaury Badon comme permanent. Amaury qui est fortement impliqué dans ce projet bière. Laetitia André qui est qui dirige la plateforme dont je vous ai parlé. Adeline Boireau qui est ingénieure d'études qui nous aide beaucoup au niveau de la biologie cellulaire. Puis après, il y a des postdocs. Donc Navin, c'est lui qui a initié ce projet bière. Navin Mekileri. Et ensuite, pas mal de thésards. Donc, Émeric qui travaille sur des méthodes d'imagerie d'imagerie pleine optique avec Amaury pour développer des nouveaux systèmes d'imagerie les moins invasifs possibles, les plus rapides possibles sur nos systèmes d'organoïdes, ce qu'on appelle les organoïdes. Il y a Léon qui développe des systèmes de tri basés sur des méthodes acoustiques. Des sphéroïdes en fonction de leur taille, en fonction de leur structuration. Anirban travaille en lien avec Trifrog et il fait tout un travail sur la caractérisation mécanique des ballons cellulaires d'IPS. Et donc je parlais avant avec Jean-Christophe, ils avaient des propriétés tout à fait particulières, un peu très plastiques. Voilà, et Lucas qui regarde plutôt l'effet de champ électrique sur la stabilité de relais. Et donc avec ça, je m'arrête là, je vous remercie et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, n'importe quel type de questions. Voilà, merci beaucoup. Bien, un petit peu en décalage, on va prendre le temps de quelques questions, donc je laisse... Ouais, j'ai une question en fait, c'est comment vous faites votre multiplication cellulaire dans des boîtes de pétri, vous avez de l'autodiférenciation. Spontané. Ouais, la différenciation spontanée, mais du coup dans les bioréacteurs, vous n'avez pas ce phénomène? Pas du tout. Pas du tout. Ah oui, là, je n'ai pas montré tout. Donc, pour caractériser, il faut caractériser ce qu'on appelle la pluripotence et le caractère souche. Donc, il y a des marqueurs qui sont bien connus, qu'on appelle Octocat, Nanog, etc. Et donc, vous utilisez les marqueurs-là pour voir si, effectivement, on n'a pas perdu le côté souche. Et on l'a pas du tout. C'est pour ça qu'on appelle un peu ces structures des epiblastes-like, pour dire que vraiment, ils miment remarquablement les structures qu'on retrouve in vivo. Ouais. Donc, il y a très peu de morts, il y a 1% de cellules de départ qui va mourir, et il y a à notre connaissance, 0 différenciation spontanée. Une des raisons pouvant être que, déjà, les cellules ne sont pas sur du plastique. Le plastique, ça a un module élastique, module du Young très élevé. Là, on est sur des trucs qui sont un peu plus mous. Et ça a été étudié bien avant, mais ça a été étudié sur des cellules souches mésenchymateuses, que si vous mettez des cellules souches mésenchymateuses sur un substrat qui est mou ou sur un substrat qui est dur, les cellules vont spontanément se différencier sur le mou en neurones.
le cerveau est l'organe le plus mou qu'on ait, ou en cellules musculaires ou osseuses sur le dur. Donc il y a une sorte d'effet un peu caméléon des cellules qui se transforment et qui prennent les propriétés mécaniques du milieu dans lequel elles sont. Donc est-ce que par hasard une élasticité de 50-70 kPa est le milieu qui convient bien à ces cellules? On n'en sait rien. Genre, honnêtement, après la raison, on ne sait pas. Sur ces questions de rigidité justement des capsules, est-ce qu'il y a, enfin, vous avez moyen de jouer dessus et potentiellement de voir si ça augmente ou pas le facteur d'amplification? Parce que là, finalement, vous êtes limité par la potentielle différenciation. Alors, le facteur d'amplification, non. Alors jouer sur donc, il y a deux choses. Donc, la capsule a une rigidité qui dépend du module Young, du module élastique de l'alginate, mais aussi de sa taille et de sa forme. Hein, si on fait des parois fines, elle va être plus souple. Mais par contre, l'alginate n'est pas plus souple pour autant. Après, on peut, effectivement, c'est ce qu'on fait un peu, pas bien, essayer de modifier le module Young de ce matériau, de ce gel qui entoure les cellules. Donc là, on peut rajouter du collagène, des choses comme ça, pour essayer, par exemple, de le descendre. On sait comment augmenter ce module élastique, la rigidité, mais on ne sait pas tellement la descendre. Après, là, à ce moment-là, en fait, le problème, c'est qu'on a des problèmes de séparation de phase, des choses comme ça qui se forment. Donc, c'est pas ça. Pour revenir au truc d'amplification, alors, je disais qu'on part de très peu de cellules par capsule, et puis après, en fait, je faisais tout le temps une référence à 7 jours. D'accord? À 7 jours, on prélève. Alors pourquoi? Parce qu'à 7 jours, actuellement, par rapport à la taille des capsules qu'on utilise, les cellules arrivent à confluence. Et même chose que pour les tumeurs à la fin, les cellules cancéreuses, là, dont j'ai parlé à la fin, une fois que les cellules souches vont remplir la capsule, ben, leur taux de division va baisser. Donc en fait, on perd du temps là. D'un point de vue purement monnaie, purement argent, on va perdre du temps dans des bioréacteurs de 10 litres. Je ne pensais pas que je parlerais d'argent là ici, mais dans un bioréacteur de 10 litres, une expérience, ça coûte 500 000 euros en fait. Parce que les réactifs, les milieux de culture, etc., tout coûte extrêmement cher. Donc en fait, le temps, donc c'est pas la peine de les laisser croître alors qu'elles vont se diviser beaucoup moins vite. On va perdre finalement, au bout du compte, en facteur d'amplification. Donc il faut après les 7 jours les sortir et évidemment refaire une encapsulation, etc. Et on est en train de regarder, c'est un point extrêmement important qui est, y a-t-il une taille optimale pour ces objets qui sont creux? Donc l'effet de proximité d'une source d'oxygène est moins marqué que quand c'est plein. D'accord? On s'attend moins à avoir des cellules qui vont mourir si les capsules là sont plus grosses. Mais après, au bout d'un moment, lorsque les capsules, ce qu'on appelle des cystes d'IPS grossissent trop, ils deviennent aussi instables. Donc il y a des instabilités qui sont vraiment l'analogue d'instabilité mécanique qu'on trouve dans les gels, etc., type instabilité de bio, par exemple. Mais donc voilà, il doit y avoir un optimum de taille à trouver pour optimiser un petit peu ce facteur d'amplification. Et ça, on ne l'a pas encore. Franck, une dernière question. Franck. La capsule, c'est un coup d'amygdalise amélioré. C'est un coup d'amygdalise amélioré. Est-ce que tu as une Ouais, avec de l'élasticité en plus, ouais. idée de toutes les porosités à différentes tailles? Parce qu'on a l'impression de voir des cellules partir. Tu parles de métastases, ça veut dire que les cellules... Non, il n'y en a plus, il n'y avait plus d'alginate là. J'avais dissous l'alginate. D'accord, il n'y a plus d'alginate. Quand je fais le test d'invasion cellulaire, il n'y a plus d'alginate. Quand on greffe les boules de neurones dans le cerveau, il n'y a plus d'alginate. Donc en fait, évidemment, il y a une distribution de porosité. La taille moyenne est de l'ordre d'une vingtaine de nanomètres. C'est un polymère assez particulier, l'alginate, tu le sais, ouais. C'est un polymère particulier. Le module Young, normalement, varie comme l'inverse du cube de la taille de maille dans les polymères classiques. Là, ce n'est pas du tout le cas. En fait, la taille de maille est quasiment
constante. Par contre, si tu rajoutes du calcium, si tu rajoutes de l'alginate, tu peux augmenter le module Young. Donc, quel que soit à peu près le truc, tu as toujours une taille de maille qui est de l'ordre d'une vingtaine de nanomètres. Ça, c'est dû à cette structuration qu'on appelle en type de boîte 2. D'accord? C'est les parties, les portions guluroniques qui s'associent et qui ont une association assez particulière. Mais après, oui, c'est comme un truc à dialyse, hein, avec cette taille de maille. Bien, merci beaucoup. Merci à vous.